Kenmerkend voor vrijwel alle Bourgonjewijnen is dat ze van één enkele druivensoort worden gemaakt. Voor de witte wijn is dat de Chardonnay, voor de rode de Pinot Noir en voor Beaujolais, eigenlijk ook een Bourgogne, de Gamay. Je zou verwachten dat er als gevolg van deze eenzijdigheid nauwelijks verschil tussen Bourgonjewijnen bestaat. Maar het tegendeel is waar. Dankzij talrijke bodemsoorten, veel verschillende microklimaten en de persoonlijke opvattingen van duizenden wijnbouwers wordt de Bourgogne juist gekenmerkt door een grote diversiteit. Enerzijds maakt dat de streek moeilijk te doorgronden, maar anderzijds buitengewoon boeiend. Welnu, we beginnen onze reis door de Bourgogne in het noordelijkste van de 5 districten, in de Chablis. Het Chablis-district ligt ongeveer halverwege Parijs en Beaune en brengt alleen witte wijnen voort. De naam Chablis komt van een oud stadje dat omringd wordt door wijngaarden. Je vindt hier naast kelders en proeflokalen ook historische panden. En rondom het centrale plein liggen niet alleen winkels waar je streekspecialiteiten kunt kopen, maar ook een gezellig eethuis waar je van die specialiteiten kunt genieten. Uiteraard met de plaatselijke wijn. Alle Chablis wordt van één druivensoort gemaakt, de Chardonnay. Dat geldt trouwens voor alle betere witte Bourgognes. Een ware Chablis herken je aan een bleekgroene kleur en aan een vaak mineralig koele smaak. Deze eigenschappen ontleent Chablis aan de speciale bodem van dit district die uit een dikke kalklaag bestaat. Met wijnbouwer Jean Durup praten wij over het grootste gevaar dat dit beroemde district bedreigt, de nachtvorst. Qu'est-ce que vous faites ici pour éviter que les raisins gèlent? On fait beaucoup de choses. Et on a fait des choses qui sont abandonnées, il y en a encore d'autres à faire. La gelée, c'est le principal risque du vignoble de Chablis. Après le phylloxéra, le vignoble ne s'était pas replanté, justement en raison du risque de gelée. À titre d'exemple, au siècle dernier, jusqu'au phylloxéra, dans la région, il y avait 40 à 45 000 hectares de vignes. Il n'y en avait plus que 400 après la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement en raison de la gelée. Vers les années 1950, on a commencé à brûler des pneus pour faire de la fumée. Et ça s'est avéré parfaitement inefficace. Et ensuite, on a expérimenté des chaufferettes. On appelle ça des chaufferettes ici. Ce sont des grandes marmites en fer avec une cheminée avec des trous dans lesquels on fait brûler du fioul. C'est un procédé tout à fait efficace, mais qui est devenu onéreux à la suite des différents problèmes pétroliers que nous avons l'Europe à rencontrer. Mais c'est malgré tout, il est toujours employé et c'est tout à fait efficace. C'est d'ailleurs surprenant pour quelqu'un qui n'est pas du vignoble, qui passe au printemps dans une nuit de gel, qui voit tous les coteaux embrasés, c'est magnifique. C'est un système qui présente quelques défauts. Le défaut, c'est qu'il faut une main-d'œuvre importante, puisqu'il faut installer ces chaufferettes. La nuit, il faut que le personnel vienne les allumer. Et le lendemain matin, il faut à nouveau les remplir de fioul. Donc c'est quelque chose d'assez fatigant, de contraignant. Mais l'avantage, c'est qu'on n'aggrave pas le risque de gelée. Un autre système est celui d'aspersion. Ce système par aspersion est basé sur le fait que l'eau, en changeant d'état, dégage des calories. On doit donc arroser les jeunes bourgeons, les jeunes feuilles, avec de l'eau. On a des installations les plus importantes d'Europe, ici, dans le Chablisien, puisque c'est avec l'hérissé dans l'Aube, le vignoble qui gèle le plus. Et on commence à une température de 0 degré avec un thermomètre humide à arroser les vignes. Il se forme autour de chaque bourgeon et de chaque petite feuille un cocon de glace à l'intérieur duquel, en principe, la température reste autour de 0 degré. Et donc, on empêche la gelée. Il faut dire que toutes ces dernières années, ça a été très efficace. On a sauvé le vignoble avec ce système. Mais il y a quand même un certain nombre d'aléas. C'est que, normalement, les jets doivent tourner et faire des ronds. Mais il y a toujours un petit peu de vent. Les ronds deviennent ovales. Et puis, si le vent change, les ovales tournent un petit peu. Et donc, on crée des conditions de gelée. Mais enfin, l'essentiel, c'est de protéger l'essentiel. On a inventé aussi une nouvelle méthode. Hein? Eh bien, on a la recherche, l'Institut national agronomique d'Angers a découvert, il y a 3 ou 4 ans, en même temps que les Américains en Californie, sans aucun contact entre eux, ils se sont aperçus que quand l'eau se transformait en glace, c'était dû à la présence de bactéries glacogènes. Et en laboratoire, il s'est avéré que si on arrivait à enlever ces bactéries glacogènes, l'eau ne gelait pas à 0 degré, mais à moins 40 degrés. Donc il faudrait trouver un système
pour supprimer ces bactéries ou leur enlever leur pouvoir glacogène. Et à ce moment-là, si on arrivait à trouver ça, nos vignes gèleraient à des températures beaucoup plus fortes et les gelées de printemps ne descendent jamais en dessous de moins 6 degrés et nous serions protégés de la gelée. C'est le miracle, peut-être que ça viendra. En tout cas, on l'espère très fort. Het volgende Bourgogne-district is de Côte d'Or. Dit ligt zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van Chablis. Hier vind je de klassieke rode en witte Bourgognes. Je zou kunnen zeggen dat de Côte d'Or het heilige der heiligen is voor de Bourgogne-liefhebber. Want hier worden de beroemdste wijnen gemaakt in rood zowel als wit. De wijngaarden liggen langs de zonnige oosthelling van een heuvelrug die zich uitstrekt van Dijon tot Santenay. De wijngaarden van die heuvelrug zijn geclasseerd. De absolute top wordt gevormd door de Grand Crus. Ik zit hier in de buurt van Le Chambertin, waarvan de wijnen omschreven zijn door de boeren zelf als koning der wijnen en wijnen van de koningen. Behalve de Grand Crus kent de Côte d'Or ook Premier Crus. De wijnen daarvan zijn wat goedkoper en wat eenvoudiger. En daarnaast zijn er nog gemeentewijnen, wijnen met namen als Pommard, Beaune, Meursault. En tenslotte heb je wijnen van groepen van gemeenten, als bijvoorbeeld Côte de Bon Village. Bovendien ligt direct achter de Côte d'Or het stille heuvelland van de Haute-Côte. Dit levert sympathieke, betaalbare wijnen met de namen Bourgogne Haute-Côte de Beaune en Bourgogne Haute-Côte de Nuits. De Côte d'Or zelf heeft men verdeeld in 2 zones. De noordelijkste heet de Côte de Nuits en levert voornamelijk rode wijnen. In het sfeervolle Moret Saint-Denis bestaat slechts 1% van de oogst uit wit. Alle rode wijnen zijn afkomstig van 1 druivensoort, de Pinot Noir. Die gedijt hier beter dan waar ook ter wereld. Sommige Grand Crus van Von Romanée zijn zelfs zo legendarisch dat een enkele fles honderden guldens kost. Alox-Corton is het eerste belangrijke dorp van de zuidelijke zone, de Côte de Beaune. Achter het dorp ligt de Cortonheuvel. Naar verluidt werd deze met witte druiven beplant in opdracht van Karel de Grote. Rode wijnen gaven namelijk te opvallende spetters op zijn grijze baard. De beroemdste witte Cortonwijn heet Corton Charlemagne. Andere grote witte wijnen komen uit onder andere Meursault en Puligny-Montrachet. Het schitterende 15e-eeuwse Hôtel Dieu in Beaune heeft eigen wijngaarden. De wijn daarvan wordt jaarlijks voor veel geld geveild. Met rode Bourgogne kun je oud worden. Maar wat is nu eigenlijk het karakter van deze wijn? Daarover vertelt wijnbouwer Jacques Seyss. Beaucoup de gens pensent que le Bourgogne est un vin assez lourd. C'est vrai? Non, pour moi, le Bourgogne ne devrait jamais être lourd. Il devrait être riche dans des millésimes comme 85 ou 76 ou 88. Mais qui dit richesse ne dit pas lourdeur. Et je crois que c'est une erreur pour moi de considérer que c'est un vin lourd. Mais pourquoi on a l'idée? Alors, il y a sûrement une époque où la qualité était moins contrôlée. Le vin partait souvent de la propriété en vrac, en fût. Et l'image aussi est liée au terme Pinot Noir, qui est notre cépage. Et malheureusement, il n'est pas noir, il est rouge, rosé. Et on a rarement du Bourgogne qui est très sombre de couleur. Ouais, actuellement, il y a une évolution, je crois, en Bourgogne. Pendant longtemps, on a eu la tradition avec les anciens, je dirais, et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de vignerons qui associe les connaissances techniques que leur apportait une faculté à Dijon de plus en plus performante à la passion. Et c'est très très sympathique d'avoir ces garçons qui ont entre 25 et 40 ans qui marient tradition, connaissance et passion. Et ça donne, je crois, des vins qui sont de mieux en mieux au point de vue qualité sur le marché. Qu'est-ce que vous cherchez dans le Bourgogne? Bon, pour moi, ce que je cherche dans la Bourgogne, c'est la complexité. Pour moi, c'est une harmonie avec de la complexité. C'est surtout pas un goût très court. Il faut qu'il y ait la longueur en bouche, que ça reste et que ça réveille des parfums, des arômes différents. Et qu'il y ait du gras et que ça soit un moment de fête. Parce que pour moi,
le vin trop souvent actuellement, on a tendance à considérer le vin comme une boisson. Et pour moi, le vin, et en particulier le Bourgogne, mais aussi le Bordeaux ou les grands vins du Rhône ou de Californie, c'est une fête. Le vin doit être une fête et doit le rester. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette joie qui soit dans la découverte de toute cette complexité, de tous ces arômes. Direct bezuiden de Côte d'Or ligt het kleinste Bourgogne-district, de Châlonnais. Mercurey is hier de bekendste wijn. Hij bestaat in rood en wit. Dat geldt ook voor Rully en Giffry. Montagny daarentegen bestaat alleen in wit. De Châlonnais is ook een belangrijk centrum voor mousserende wijn. Aan de fles te zien, Robert, lijkt het alsof we wat te vieren hebben. Sommige mensen denken dat een champagne of een andere mousserende wijn alleen maar voor hele speciale gelegenheden is. Maar dat is niet zo, en ik denk juist dat je met zo'n wijn iedere gelegenheid tot een hele bijzondere kan maken, tot een hele feestelijke kan maken. Nou zie ik daar staan Crémant de Bourgogne. Wat is dat nou precies? Nou, een Crémant de Bourgogne is een wijn die gemaakt wordt op precies dezelfde manier zoals ook champagne wordt gemaakt. Alleen hij is wat lichter en wat zachter van karakter. Kunnen we hem proberen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Wij maken er een hele speciale gelegenheid nu van. Kijk, je haalt eerst die capsule haal je weg. En dan zie je de muselet, oftewel het muilkorfje. Kijk, hier zit een nippeltje aan, dat draai ik los. Ja. En dan? Dan komt hij vrij en dan haal ik hem voorzichtig eraf, zodanig dat... Want de kurk zou er in één keer af kunnen schieten natuurlijk. En dat mag nooit bij dit soort wijn, hè? Nee. De kurk moet er zorgvuldig afgehaald worden. Kijk, en nu pak je de fles zo vast. Je legt je duim bovenop de kurk, goed vast. En je houdt de kurk vast. En we draaien de fles van de kurk af. Dus niet de kurk van de fles af, maar juist omgekeerd. Je draait de fles van de kurk af. Ik zal het proberen. Daar komt hij. Kijk, hij komt omhoog. En dan wordt het zaak, want er zit veel druk op. Het zaak om hem goed vast te houden, dat je niet in één keer vanaf schiet. Ik zal het pas bij jou. Ik voel hem komen. Hou je het glas klein. Daar is hij. En dan komt hij eraf. En dan schenken we hem in. Als jij het glas goed schuin houdt, dan komt hij erin zonder dat er al te veel schuim op komt. Weer zuidelijker komen we in het district Mâconnais, dat genoemd werd naar de stad Mâcon. In het lichtheuvelende landschap van de Mâconnais worden wijngaarden afgewisseld door bossen, weiden en akkers. De meest geproduceerde wijn is hier wit en heet Mâcon Village. Het is een wijn met een vaak uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit. En hij is afkomstig van dezelfde nobele Chardonnay die we ook noordelijker in de Bourgogne hebben gevonden. Bijna alle Mâcon Village, zo'n 90%, wordt geproduceerd door coöperaties. De overtreffende trap van witte Mâcon-wijnen wordt gevormd door Saint-Véran en Puy-Fuissé. Deze kosten echter beduidend meer. Rode Mâcon heeft iets weg van Beaujolais. Het district Beaujolais grenst ook aan dat van de Mâconnais. De Beaujolais is het zuidelijkste en grootste van de 5 Bourgogne-districten. Hier wordt meer wijn geproduceerd dan in de 4 andere districten samen. Niet voor niets schreef Léon Daudet dat er door het nabije Lyon 3 rivieren stromen. De Saône, de Rhône en de Beaujolais. Het meest gedronken type Beaujolais is Beaujolais primeur. Deze Franse nieuwe is een buitengewoon fruitige, soepele wijn die in zijn prille jeugd het lekkerst smaakt. Je moet hem fris drinken, op 16 à 17 graden. En dat geldt trouwens voor alle Beaujolais. Hoewel er voor Beaujolais maar 1 druif is toegestaan, de Gamay, bestaan er toch verschillende categorieën wijn. Dat zijn de gewone Beaujolais, de Beaujolais Village en de zogeheten Crus. Over deze Crus praten wij met wijnbouwer Jacques Duc in Saint-Amour. Quelle sorte de Beaujolais a-t-on? Bon, en Beaujolais, nous avons les Beaujolais Village et les 10 crus du Beaujolais. Et pour mémoire, on peut dire qu'on a un petit peu de Beaujolais blanc. Et quoi est nécessaire pour avoir un bon cru? Ouais, pour avoir un bon cru, il faut déjà avoir un bon terroir, le microclimat, le millésime, l'année, et puis bon, il y a la main du vinificateur. Oui. Parce que ça c'est important, les raisins restent intacts. Hein? Ah oui, en Beaujolais, la machine à vendanger est interdite, de même qu'en Champagne. Et la température est très importante, non? La température de vinification pour des Beaujolais, par exemple pour des Beaujolais primeurs, on ne dépasse pas 24 à 26 degrés selon le terroir et puis le millésime.
Et pour les crus, on peut monter jusqu'à 30 ou 32 degrés. C'est toujours pareil selon la vendange, l'état de la vendange et le millésime. Et puis l'assemblage, qui décide? C'est vous ou c'est votre femme? Ah, c'est un peu tout le monde. On en discute, on déguste et puis il faut dire bien souvent, bon, ben, c'est moi qui prends la décision. Et ça coûte comment votre vin? Le vin nouveau? Et votre cru? Bon, c'est-à-dire, après la vendange, un cru, bon, ben, il doit être, avoir un peu d'amertume. C'est pas toujours agréable. Hein. Par contre, un Beaujolais primeur, c'est souple, ça se boit comme du petit lait. Hein, Et quand on peut boire votre cru, le mieux? Les Saint-Amour, bon, c'est des vins qui sont agréables dans les 6 mois. Mais mon goût personnel, c'est d'avoir des vins plus traditionnels qui se conservent assez longtemps, qui ont du caractère. Jarenlang telde de Beaujolais 9 crus, maar in 1988 kwam daar een 10e bij. Deze heet Régnier en is genoemd naar de gemeente Régnier-Durette. Het is duidelijk dat de 5 Bourgogne-districten een groot gamma verschillende wijnen voortbrengen. Variatie is kenmerkend voor dit gebied. Over de gerechten waarbij je witte en rode Bourgognes kunt drinken, spraken we tenslotte met restaurateur Jacques van Roelen in het wijndorp Nuits Saint-Georges. À quel plat on boit le Bourgogne rouge? On peut boire le Bourgogne rouge avec toutes les volailles, toutes les viandes puissantes et surtout beaucoup avec les gibiers. Alors avec les gibiers comme le lièvre, le chevreuil ou le sanglier. Ça, c'est des vins qui vont très très bien avec ces gibiers-là. Et le Bourgogne blanc? Le Bourgogne blanc se boit beaucoup avec les jambons persillés, les meurettes et puis beaucoup de poissons très nobles qui vont très bien, qu'on peut agrémenter avec des sauces à la moutarde comme dans notre région. Ça va très bien. J'ai vu de votre région aussi, œufs en meurette. C'est quoi exactement? Les œufs en meurette sont des œufs qui sont pochés dans du vin rouge et servis avec une sauce au vin rouge très puissante. Et on y boit le rouge aussi? On peut également. Oui. Et au jambon persillé, qu'est-ce qu'on boit? Alors avec les jambons persillés, il faut prendre des aligotés, des vins très souples, très agréables. Blanc, ou alors des rouge. bourgognes blancs, tout en blanc là. Les températures du vin, qu'est-ce que vous préférez? Alors pour les vins blancs, il faut les servir à 12 degrés, pas plus. Et pour les rouges, nous les servons à la sortie de cave à 14 degrés. Et les vins ont le temps de s'ouvrir tout le long du repas. Sauf sur les vieux vins où il faut les sortir plusieurs heures à l'avance, qu'ils aient le temps de s'ouvrir complètement. Tussen de Bourgogne en Zwitserland liggen nog 2 kleine wijngebieden, die van de Jura en de Savoie. En daar worden wijnen gemaakt met veel persoonlijkheid en een vaak verrassende kwaliteit. Hiermee hebben we de Bourgogne geportretteerd. Het centrum van gastronomie, gastvrijheid en wereldberoemde wijnen. Volgende week gaan we naar het Rhônedal, het oudste wijnbouwgebied van Frankrijk. Tot volgende week. Bij deze Afro-cursus over Franse wijnen hoort een cursuspakket. U kunt dat pakket bestellen door overmaking van 49,50 op Giro 123400 ten name van Afro Hilversum onder vermelding van wijncursus. Ook verkrijgbaar bij boekhandels, warenhuizen en slijters.